course called Just Cruisin'. That's what I might call it. A slice of Will Smith set to music. Just cruising. Will Smith served up a taste of his latest musical offering while shooting the music video in Times Square. It's the follow-up to his smash hit, Men in Black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just. No dancing with lizards. This is it's called Just Cruising. Will is tight-lipped about Just Cruisin', but he did tell us it will showcase a magical car with an attitude. I'm cruising in my car, and then some really spectacular, miraculous, incredible, fantabulous things happen in this video. Was that vague enough? The pressure is on the young star to build a great video since Will and Men in Black are both nominated for 4 awards, including Best Choreography. You know, got my little groove thing together. I kind of worked it out a little bit. He'll see if all the hard work paid off when MTV hands out the awards tonight at Radio City Music Hall. E.T. was there as preparations were made for the big post-show bash that benefits Rock and Wrap It Up. And during show rehearsals, host Chris Rock told Lisa Canning he can thank Will for the job. I'm sure Will Smith turned it down, and then they called me up. I'm sure they're like, come on, please, Will. Will could be a nominee again next year. He's already working on a new album. I think this is the best work that I've done. I've matured, watch. You say that I look, yeah, right, just right in front of you. There's no stopping the more mature Will Smith now. Just ask him. I'm gonna be the first black president of the United States, and I'm gonna change some things around here. On this past New Year's Day, Will remarried to Scream 2 star Jada Pinkett. They picked out a house with a small golf course in the backyard. You can't really see it that well, right? No? That's that another, was all over it. That's that was all another over hole it. in one. Another hole in one, yeah, because it bounced. Do you two want to... At the time of our interview, Jada was 5 months pregnant. She recently gave birth to a baby boy, Jaden Christopher Sire Smith. Jada is 5 feet tall, Will is 6'2", and even with that, they seem a perfect match. You wrote letters to each other that you read during the ceremony. Yes. What did you say? I basically told him We that... just professed our love, sweetie. We don't have to specifically... Well, let me tell Barbara, I like to express what I said. I know, sweetie. What I don't think this marriage is ever going to make... And you see, I basically told him that he has really helped me find my higher self. You know, and I know it's cliche when you say, oh, he brings the best out of me, but he really does, you know, and... Hey, baby, come on, that's enough. I'm saying, because I'm still making rap records. I can't be crying on Barbara Walters. You did not decide to get married because you were already pregnant? Well, you know what? We had a weekend in Mexico where we basically had our own secret marriage. And we had a very passionate weekend, to say the least. We had our spiritual marriage. We spiritually connected in many different ways. Spare me the details. Spare you the details. And out of that came this blessing. Their home is mostly Jada's doing. A mixture of African, Spanish, and other cultures. Each room has style, warmth, and dignity. Rather. I also object to people speaking ungrammatically and almost doing it deliberately. I'm uncomfortable with people not learning, specifically black people. I think is hugely important to be able to speak properly. To be like people that are really rich that, is successful in basketball or boxing or something like that, the other night we were, because, when I like to play strong, and I come out, and I had dribbled it down the court, and I had shoot it, and I made the shot, and, after it had switched it through the basket, and they gave me 3 points for it. And you hate that? I hate that. You would like them to say... after $1 million, you can go take a lesson. After $1 million, you can get a speech therapist. Well, when you say this kind of thing, are you not concerned that some of your black friends or the black community in general doesn't say, who does he think he is
trying to talk like a white man, live a white man's life. You know, you've heard this, haven't you? Well, yes, no. And that was another thing that I always hated when I was growing up. That the black kids that speak well, other black kids call them white. You know, you trying to sound white. Yeah. Speaking properly means you're trying to sound white, you know, and I think that is so ridiculous. And that was my huge problem with rap music in general. Like, who the hell said it was cool to be ignorant? You know, whoever the most ignorant guy is sells the most records. Bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Suite de ma partie sur la saga de Will Smith que je ferai en 4 parties. J'aborderai un peu sa partie cinématographique un peu aussi à part. Je ne vais pas mélanger un peu tout. Je vais essayer de faire en troisième partie la partie cinématographique. Et la 4e partie, ça sera la partie où je parlerai un peu plus ou moins de ce qu'on a connu de sa vie privée, parce qu'on ne peut pas toujours connaître. Ils nous disent on peut pas tout connaître de ce qu'ils nous montrent à ces célébrités-là, mais de ce qu'on a pu, de les informations qu'on a pu avoir sur sa vie privée, comme on voit comment le personnage est devenu un peu dans l'air médiatique actuellement. Ça permet, avec le bouquin que je lis un peu sur lui, et même le bouquin de Jada Pinkett un peu, parce que ça me permet de recouper un peu les infos sur les deux. Ça me permet d'avoir une vision plus globale un peu du personnage que je voyais déjà comme ça. Mais ça a juste confirmé ce que je pensais déjà du personnage un peu par rapport à ça. Et là, on entre dans la deuxième ère. La deuxième ère où c'est Will Smith qui commençait à faire ses albums purement solo. Où il n'était plus accompagné de Jay-Z. Jeff, certes, ils n'avaient plus... ils étaient séparés, mais pas forcément séparés. C'est-à-dire ils avaient arrêté de faire de la musique ensemble, mais ils n'étaient pas séparés en mauvais termes et tout, parce que vous le voyez jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours au truc. Mais après, je pense que ce qui a fait l'interlude un peu avec Will Smith, notamment avec les problèmes financiers qu'il avait eu un peu à un moment donné un peu de sa carrière, un peu avec les problèmes un peu de taxes, et que la série Fresh Prince of Bel-Air un peu a sauvé un peu sa... On va dire ça a sauvé un peu sa carrière parce qu'il était un peu une impasse un peu financière par rapport à ça. 4 ans après tout son micmac, 4 ans après son entrée au cinéma, il revient avec la musique, là cette fois-ci tout seul, en 97 avec son album Big Willie Style. Et je dois avouer, comme tout le monde, moi j'ai connu Will Smith à partir de cette période-là. Oui, parce que quand j'étais enfant, Will Smith faisait partie des rappeurs que j'aimais suivre. Quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, Will Smith, je kiffais. Tu pouvais rien me dire. C'était pas Rakim, c'était pas un truc, c'était Will Smith. Et Big Willie Style est un album parmi les premiers albums je crois que c'est même le premier album de Will Smith que j'ai suivi. Il était dans son style, il était très radio-friendly. C'est un peu la période que quand je regarde un peu avec le recul, avec un peu l'âge de la maturité que j'ai maintenant, c'est la période la plus agaçante de Will Smith. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu un peu dans mon interview, Will Smith c'était là où, au début de sa carrière, il avait été quelqu'un qui défendait la culture hip-hop, qui défendait le truc au Grammy, comme je vous l'ai montré un peu dans mon premier sujet sur lui. La deuxième partie, c'est un peu la période où Will Smith avait un peu un côté... vous voyez, les noirs rappeurs, ils font comme ça, mais moi, je suis différent. Mais moi, je suis différent, je parle bien. Je ne fais pas ça, nanani, nanani.
comme il a fait un peu dans l'interview avec Barbara Waters là, il faudrait que je fasse même un sujet sur cette femme là qui, elle a fait un peu du sale dans l'industrie, celle-là. Elle était un peu, c'était un peu une dame de fer là. La Oprah blanche. Et Will Smith, un peu, il avait le recul quand je regardais ça, et c'est pour ça qu'à l'adolescence, quand j'ai commencé à voir l'adolescence et le jeune adulte, j'ai beaucoup détesté Will Smith un peu avec son image là. Où tout à coup, quand il avait déjà ouvert les portes, les grandes portes du mainstream, les grandes portes de Hollywood et les grandes portes de trucs, le monsieur commençait à avoir un discours sur oui, moi j'ai toujours eu du mal avec les noirs qui parlent de cette manière-là et autres et tout. Et moi j'avais souvent envie de répondre à ça, que oui, tu parles que tu ne dis pas des gros mots dans tes disques, des trucs, mais il y a des gens, mais c'est vrai que quand on écoute et qu'on revoit avec le truc, ça paraissait corny, ça paraissait un peu lame, ça paraissait un peu premier de la classe. Là où je peux prendre un exemple que je fais toujours le parallèle avec un gars qui faisait exactement comme ça, et plus il était dans un label où c'était estampillé gangsta rap, je parle de D.O.C. qui était dans Ruthless Records, là où il y avait NWA et qui est aussi parmi des ghostwriters de NWA. De D.O.C. avait son album No I Can Do It Better. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de fuck, il n'y a pas de truc et autres et tout, mais on ne le voit pas corny. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, D.O.C. je l'ai même mis dans mon classement de hip-hop 50s parmi pour moi les plus grands artistes de hip-hop de tous les temps. Si vous n'avez pas encore vu mon sujet sur ça, les hip-hop 50s, des classements, des trucs, je vous mettrai le lien en description et tout. Je l'avais fait à une époque. Je l'avais fait il y a de cela 8 mois. Et il paraissait pas corné. Et c'est un peu la période avec l'âge adolescent et l'âge adulte que Will Smith, quand je revenais toujours sur ces périodes-là, je dis Will Smith m'agaçait beaucoup. Avec son image, un peu, moi je suis le premier de la classe, moi je suis pas un noir comme les autres. En gros, c'était moi je suis pas le noir comme vous voyez les noirs avec le gangsta rap là. Et je peux comprendre un peu que dans la communauté, on les trouvait un peu agaçants avec cette attitude là. Je dois l'avouer, il a un peu été un peu agaçant un peu parce qu'il a voulu excessivement développer le média. Il est devenu excessivement une sorte de média darling à l'époque là qui m'a foncièrement agacé. Foncièrement agacé à cette époque là. Foncièrement agacé. Moi et ça s'ajoutait avec l'image de sa famille, parfaite, l'image même de son mariage, c'était super agaçant et tout. Et ça se pouvait se ressentir aussi un peu sur sa musique, un peu qui était radio-friendly, comme Big Willie Style. Big Willie Style, c'est un album qui était vraiment radio-friendly. Il y avait un peu les producteurs, si je me rappelle bien un peu, je vais un peu regarder pour ne pas raconter les producteurs un peu phares de l'époque, un peu comme Pokétoné. Pokétoné, un peu, c'était un peu les mecs... les producteurs un peu, on va dire que Pokétoné c'est Trackmaster. Trackmaster un peu c'était les producteurs très hype des années 90 qui généralement tout ce qui était un peu dans la musique mainstream urbaine qui marchait c'était eux et ils avaient toujours leur touche ou dans comment on appelle ça, dans leur production ils faisaient toujours des samples des années 70-80 qui ont marché. Je vais prendre un peu un exemple. Ils avaient le son LL Cool J là où il reprenait Ben Alright. Il y avait le son aussi de Foxy Brown là où il reprenait comment il s'appelle il reprenait la chanson là. Je vais remettre le truc en montage parce que ça j'oublie encore le son là. Oui, je vais remettre le truc en Gotta get you over me tonight. Je crois que c'est ça, j'ai oublié le titre. Je vais remettre le truc en montage, vous allez le voir là. Et même dans l'album de Big Willie Style qui était vraiment conçu avec ce côté remettre au goût du jour un peu les sons des soul des années 70 mais le rendre tellement pop, tellement potable, tellement le truc. Et la formule a marché. Parce que c'est des sons qui sont jusqu'à aujourd'hui, ils se passent encore en club, en tout cas ici, en tout cas en Afrique. En tout cas ici, je l'entends encore ces sons-là et tout. C'était une formule qui a marché, mais c'était pas vraiment en termes, c'était pas comme les albums de Jay-Z, Jeff et French Prince qui faisaient. C'était pas cette même qualité musicale. C'était vraiment une volonté de vouloir vendre énormément et tout. Et Big Willie Style a eu énormément de succès. Je crois que les singles Get Jiggy With It, les singles Miami, Just the Two of Us et surtout le single Man in Black qui avec l'appui encore du film a popularisé le son à un niveau
diamétralement dingue à l'époque, parce que tu pouvais pas échapper à Will Smith à cette époque-là. Et je dois vous avouer, c'est un album qui m'a quand même aidé. Pourquoi? Parce que grâce à cet album-là, quand je commençais à découvrir que c'est des sons samplés qu'il fait, grâce à cet album-là, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sample. À m'intéresser à putain, il a pris d'un son des gens de Sister Sledge. Miami, c'est qu'il a fait, c'est un son de The Whisper. Ça a été mon entrée personnellement. Cet album-là a été mon entrée personnellement un peu pour la musique soul, funk et autres, puisque c'était beaucoup de musique samplée et autres. Mais globalement, c'est pas un album vraiment d'une extrême qualité. C'est un album qui était tellement radio-friendly que on peut le suivre avec une nostalgie, mais avec le temps, il est pas si ouf que ça avec le temps et tout. Et quelques années après, on va dire un an après, tout juste un an après, il avait lancé son album, le deuxième album solo qu'il a fait. Avec, si je me trompe pas, cet album s'appelait Willennium. Willennium, c'est encore moins bien que Big Willie Style. Willennium, oui, ça essayait de reprendre la même formule. Oui, il y a le son Will 2K qui était super sympa, où il reprenait un peu The Clash Rock de Casbah, si je me souvenais bien. Et le single Wild Wild West, qui était aussi, si je me trompe pas, un son qui se retrouvait dans le film, un son qui était dans le film Wild Wild West. Et Wild Wild West, bon, je vais pas en parler là parce que moi je vais faire une partie de cinéma à part de Will Smith, donc je vais pas trop parler de la situation, comment le film il y a aussi un truc bizarre là-bas. Donc ça, on va parler de ça après sur le truc. Et cet album là, il était horrible. Il est horrible. Quand je l'ai resuivi et tout, il y avait quelques producteurs comme Dizzy Jeff, il y avait toujours Poketone qui était là, mais tellement inconsistant, tellement tellement calibré sur avoir les charts, ce qui fait que il n'y a aucune replay value sur Willennium. Aucune. Un album que jusqu'à aujourd'hui, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de le suivre et tout, parce que il y a véritablement là où Big Willie Style encore, tu peux être très nostalgique. Willennium n'était pas vraiment le truc. Puis on part à Born to Reign. Born to Reign, ça c'est l'album où la carrière de Will Smith musicalement avait été, ça a commencé à sentir le roussi sur sa carrière musicale, là où sa carrière cinématographique était déjà un peu je pense qu'elle est à son prime à cette période-là. Et l'album a été mis à part le son 1000 Kiss qui est revenu après l'incident de... C'est ce qui m'a amusé, j'appelle l'arithmétique un peu de YouTube à faire ressortir ce son-là quand il y a eu l'incident du Red Devil Talk. Là, bon, YouTube est un peu bizarre là. Et là, il y avait le 100 Kiss justement avec Jada Pinkett. L'album alors était... l'album là, franchement, ça c'était vraiment pop rap. C'est-à-dire pop, rap, c'était cet album là, il est vraiment oubliable. Il était vraiment oubliable et ça s'est ressenti même aussi sur les ventes parce que les ventes n'ont pas été trucs, il a été juste disque d'or. Disque d'or aux États-Unis c'est 500 000. Ça avait été très 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 mauvais, mis à part le hit single de 1000 Kiss qui avait marché un peu en Europe, qui tournait un peu beaucoup même en France aussi. Ça, le son marchait beaucoup en France, mais aux États-Unis ça avait été un très mauvais album, très mauvais album et très vite oubliable, très truc. Et ça, je viens alors en parler de Lost and Found. Lost and Found, je le dis tout de suite, c'est le meilleur album de solo de Will Smith. Lost and Found est pour moi le meilleur album de Will Smith, mais qui n'a pas marché pour les bonnes raisons. Parce que le personnage de Will Smith était déjà vu comme un acteur, beaucoup plus qu'un rappeur par le grand public. Et musicalement, il revenait un peu, je dirais pas aux sources de ce qu'il faisait avec Dizzy Jeff, mais il venait d'un album vraiment hip-hop quand je le suivais. Même quand tu écoutes Switch et tout,
qui est, pour moi, je pense, c'est l'un des meilleurs sons solo. Hein. Je ne parle pas des solos, je parle pas de sons avec Jay-Z Jeff. Je compte pas, je me dis 2 sons à carrière solo. Sans Jay-Z Jeff, c'est son meilleur son. Switch. En termes de production, en termes même de lyrics, en termes de trucs, c'est son meilleur son. Et l'album avait été mal accueilli. Pas mal accueilli, forcément par... En fait, il était mitigé dans les critiques, mais je pense qu'on a jugé durement cet album-là. Et on ne l'a pas... Parce que moi, quand je le réécoute, je dis non, mais en fait, là, c'est le meilleur album de Will Smith, Lost and Found. C'est le meilleur album Lost and Found. Je parle même un peu des sons un peu comme Loretta ou vraiment Scary Story, comme Mr. Nice Guy qui est assez un peu marrant. Il avait travaillé avec d'autres producteurs, un peu des producteurs inconnus là que je connaissais pas, qui s'appelaient The Freshmen, ce qui faisait qu'il avait un autre type de son qu'il développait qui était super bien. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album-là et jusqu'à je le reçus souvent pour avoir fait ces chroniques là, je l'ai reçu bien. Après, j'ai dit non, franchement, je pense que c'est son meilleur album jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est son meilleur album qu'il ait jamais fait et je pense que pour le public qui ne l'a pas écouté, qui ne l'a pas truc, il devrait encore lui donner encore une seconde chance à cet album-là de Lost and Found. Lost and Found, pour moi, c'est le meilleur album qualitativement parlant de Will Smith et on peut dire que sa carrière solo a été tellement dispatch parce que la musique son focus n'était plus tellement sur la musique et là, son focus était tellement vraiment sur ses qualités de producteur de film et ses qualités d'acteur. Donc, ce qui faisait que tu pouvais ressentir que le focus musical n'était plus vraiment là, surtout dans l'album de 2002. Mais 2005, il avait vraiment une envie de revenir en disant que je peux refaire encore un bon album. Et franchement, Lost and Found l'avait été. C'est une période de Will Smith, deuxième période musicale de Will Smith, c'est la période la plus mitigée. C'est celle que j'ai le moins aimé parce que tout était excessivement commercial. Outre aussi, mon agacement un peu avec ce côté que moi, je suis pas comme ces rappeurs négros qui font les fuck. Non, moi, je rappe sans dire de gros mots. Je suis spécial là. Son côté un peu premier de la classe là qui me fatiguait là. Et c'est un peu ça qui me rend mitigé un peu par rapport à sa deuxième période musicale de sa carrière. Et maintenant, comme je le vois un peu comment il reprend sa carrière musicale depuis ces derniers temps, tu le revois travailler, surtout même dans son YouTube, reconnecté avec les gars de Chuck D, reconnecté avec le mec de Run DMC, reconnecté même avec Rakim. Rakim qui, d'ailleurs, je n'ai même pas dit ça dans le premier sujet de la première partie de la saga de Will Smith. Summertime, il s'inspirait beaucoup de Rakim dans son flow pour pouvoir faire ce son. Il a même il y a une petite vidéo où il parle de ça. Rakim, Will Smith, la deuxième période de sa carrière musicale n'est pas si intéressante. Mis à part Lost and Found, et peut-être regarder Big Willie Style un peu pour le truc, mais mis à part Lost and Found, sa deuxième carrière musicale, qualitativement, n'est pas ces trucs, comme je l'ai expliqué, il n'avait pas le focus sur le cinéma. Il n'avait pas le focus sur la musique, il était beaucoup focus sur le cinéma. Et maintenant, comme je l'ai dit, il revient avec connecté avec tous ces rappeurs, ses contemporains un peu de son époque. Et je pense toujours que on peut être surpris par le prochain projet musical que Will Smith pourra sortir. Avec tout ce qu'il a vécu ces derniers temps, avec tous les incidents que vous connaissez là, je pense que musicalement, il peut nous produire quelque chose d'intéressant. S'il revient un peu à quelque chose de la base, pas forcément de sa base là où il essayait d'être pop ou tout comme ça, mais la base avec Jay-Z Jeff, pourquoi pas travailler avec des QTIP, pourquoi pas travailler avec des trucs. Je pense qu'on pourra avoir un projet assez surprenant dans la carrière de Will Smith, parce qu'il faut le dire, il est beaucoup plus maintenant focalisé à faire une carrière musicale que revenir un peu dans le cinéma où il est banni. Ouais, certes, il y a le prochain Bad Boy qui sort, mais le monde du cinéma, Hollywood l'a mis un peu de côté après l'incident que vous connaissez là. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur la seconde partie musicale. La prochaine partie de la saga de Will Smith sera beaucoup plus focalisée sur sa partie cinématographique.
Il faudrait que je revoie encore quelques films de lui pour avoir une meilleure regard encore sur qui le personnage il a été. Et je pense que c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.